Vas-y. Il est 19h sur RSP. Bonsoir Florian Barcon, bonsoir Léo Mabaza. Bonsoir. Vous accueillez ce soir l'invité média, Dominique Régnier. Oui, notre invité est probablement un des plus grands politologues français, en tout cas un des plus connus. Il est intervenant régulier sur France Culture et France 5 et a écrit de nombreux livres, 52 au moins si j'en crois les statistiques de la bibliothèque de Sciences Po. D'ailleurs, il la connaît bien cette bibliothèque, on pourrait lui coller une étiquette Made in Sciences Po, sorti de la promotion 83, enseignant, maître de conférences, chercheur. Il doit une grande partie de sa carrière à l'institution et aujourd'hui il passe de l'autre côté du miroir puisqu'il décide de se présenter pour succéder à Richard Descoings à la tête de l'Institut des études politiques de Paris. Fini les commentaires sur la politique, c'est lui qui se lance dans le bain de la politique science-piste qui, on le verra, n'est pas forcément moins impitoyable que la politique nationale. Il a analysé la langue de bois des politiques, à nous d'analyser la sienne maintenant. Bonjour Dominique Régnier. Bonjour. Vous venez de publier votre programme, on enregistre mercredi 3 octobre et aujourd'hui vous venez de publier votre programme sur le site du Monde. Pourquoi maintenant seulement ? En fait, on avait une séquence déterminée par la procédure qui a été mise en place par la fondation, le conseil d'administration de la FNSP, et qui nous a amené au fond à être auditionnés et à consulter différentes personnes pour candidater à la direction de Sciences Po pendant tout l'été, juillet-août. Et on devait avoir un résultat début septembre, au plus tard mi-septembre. Il en a été décidé autrement puisque la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Fioraso, a demandé, ce que moi je trouve d'ailleurs tout à fait légitime, de suspendre la procédure pour attendre la publication du rapport de la Cour des comptes avant de désigner le nouveau directeur. Et du coup, c'est une situation originale parce que on se retrouve en fin d'audition, en fin de parcours, mais il y a une espèce de campagne qui se rallonge de 2 mois. Et donc, j'en profite, moi, pour changer de type de discussion. Et maintenant que j'ai vu toutes les personnes qui devaient m'auditionner, je suis en train d'aller voir mes collègues, les étudiants, les salariés de la maison et de présenter. Donc vous n'avez pas prévu de publier votre programme en fait. J'avais prévu de publier mon programme, mais je n'avais pas prévu d'accompagner cette publication d'entretiens qui m'ont permis de préciser des points qui étaient évoqués dans le programme. Vous avez été auditionné donc par le conseil de direction de l'IEP et du conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques. Comment s'est passé votre oral ? En fait, alors j'ai été auditionné par un jury qui représentait le conseil de direction. Pour le conseil d'administration, j'ai été auditionné dans des entretiens en tête-à-tête par une dizaine de personnes pendant tout l'été. J'ai passé moi l'été à être auditionné. Mais pour le conseil de direction, vous avez raison, c'était un jury, c'était le 12 juillet et j'ai vraiment retrouvé des sensations. C'est le grand oral. Ouais, c'était vraiment le grand oral, vraiment, puisque alors ça s'est passé dans la salle à manger de la rue Saint-Guillaume, vous voyez, au 2e étage, au-dessus du bureau du directeur. J'ai été reçu par un jury présidé par Michel Pebreau avec Marc Lazare, Jean-François Cirinelli, Christian Lequen, Arnaud Bontemps. J'ai eu 10 minutes pour présenter mon projet. 10 minutes, pas de surprise. En deux parties, deux sous-parties ? Non. Donc c'est votre deuxième grand tour ce soir. Voilà, exactement. 3e, parce que j'en ai passé un en 1983. Et puis j'ai été interrogé pendant 1h15 à peu près. C'était une discussion approfondie, intéressante. Et j'ai trouvé que c'était un exercice utile. Même si j'ai vraiment eu le sentiment, avec mon petit paquet de feuilles dans le couloir que j'attendais mon tour, j'ai vraiment eu un sentiment que les psychologues appellent la réintégration, c'est-à-dire que une situation fait remonter non seulement les souvenirs, mais l'état que vous avez éprouvé longtemps avant. C'était la Madeleine de Proust. Moi, c'était le grand oral. Alors, vous avez pu expérimenter cette fameuse procédure de désignation du directeur qui vous a ravivé pas mal de souvenirs. Je vais vous poser une question. Il y a 4 choix. Est-ce que la procédure de désignation du directeur, ça fait un peu QCM d'il y a longtemps, est-ce que vous trouvez qu'elle est 1, transparente, 2, très transparente, 3, vraiment trop transparente ou 4, indécente de transparence? D'accord. Juste transparente. Florian. Et concernant justement votre candidature, vous êtes aussi directeur de la Fondapol, plutôt ancré à droite libérale. Est-ce que maintenant que François Hollande était élu président, ça nuit pas à votre candidature ? Être de droite en ce moment, c'est quand même pas très bon. Moi, je suis... ça, c'est un sujet intéressant. Je sais que c'est pas le sujet de l'entretien, donc je serai pas trop long, mais je me définis comme un libéral. Il y a à droite des personnes qui sont, du point de vue de leurs idées, des adversaires pour moi. Et il y a à gauche des personnes qui, du point de vue de leurs idées, sont des alliés. Parce qu'on a des points de vue assez communs sur la société, sur l'Europe, sur le progrès, etc. Ça existe à droite et à gauche. Je me retrouve dans cette notion-là.
pour ça que moi je mets en avant une fondation libérale, progressiste européenne. Je n'ignore pas que, étant libéral, ça vous fait plutôt pencher à droite dans l'espace politique français. On connaît peu le libéralisme de gauche. Oui, mais il y aurait beaucoup à dire sur le libéralisme de droite, qui fait augmenter la dette, les impôts, etc. Donc c'est un libéralisme un peu curieux. Mais enfin voilà. Donc ça c'est pour la position. Ensuite, s'agissant de la relation avec les pouvoirs publics et avec Sciences Po, c'est un combat d'idées, hein, c'est un débat que je mène avec d'autres think tanks d'ailleurs de gauche ou du centre. Et je peux pas imaginer que ce soit un sujet pour la direction de Sciences Po. Personne, comme Richard Descoings en 1996, j'étais auprès de lui quand il a été choisi par Jacques Chirac et Alain Juppé. Richard Descoings venait des cabinets Lang et Charras, il était à gauche. On s'est pas demandé s'il allait faire avec Sciences Po une machine politique. C'est pas possible. Il y a des personnes qui dirigent des laboratoires à Sciences Po, on se demande pas si elles sont de gauche ou de droite. Elles ont leurs opinions, parfois même elles l'expriment d'ailleurs, cette opinion. Mais c'est pas le sujet. Elles ne font pas de leur fonction un instrument politique. Elles ne font pas des institutions en la charge un instrument politique. Ce serait inacceptable, personne ne le voudrait, et donc ça n'est pas pertinent dans le jeu institutionnel qui va désigner le directeur des Sciences Po. Il n'empêche qu'il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte, pas forcément l'orientation politique, mais c'est clair que quand on parle de l'élection du directeur de Sciences Po, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le nombre de rumeurs. Alors, on a fait un petit vérificateur de rumeurs pour vous. Alors, vous nous excuserez par avance de pas citer nos sources quand on avance des informations. On risque d'avoir des réponses genre, mais d'où vous tenez ça? Les rumeurs sourcées sont des informations. Alors justement, il y a beaucoup de rumeurs qui ont été reprises par le journal Le Monde. On en reparlera. Alors, il paraît que le cœur des votants balance entre Hervé Cresse, donc qui est administrateur provisoire de Sciences Po, et Jean-Michel Blanquer, qui est, si je ne m'abuse, le directeur de l'enseignement scolaire français. Et il paraît que le cœur des présidents des deux conseils décisionnaires, que sont Jean-Michel Casanova et Pébro, hésite donc en fait entre Hervé Cresse et Hervé Cresse. C'est pas un peu cuit pour vous? Non, moi je suis, j'ai pas cette vision de la situation. Je pense que, on parle très clairement, c'est très bien. Je pense que Jean-Michel Blanquer n'est pas un candidat qui, malgré ses qualités, correspond au profil qui a été dessiné par la présidence du conseil d'administration au moment où a été publiée une fiche qui décrit quel est le candidat possible pour Sciences Po. Il faut bien connaître la maison, il faut avoir une habitude de cette institution. Bon, il a des qualités, mais il n'a pas celle de connaître la maison. Il n'a pas non plus travaillé dans l'enseignement supérieur, même s'il est professeur de droit à l'origine. Donc pour moi, ça n'est pas un concurrent réel. Quant à Hervé Cresse, c'est un concurrent réel parce qu'il est de la maison comme moi. Nous sommes de la maison. Et je pense que pour une institution comme Sciences Po, il est beaucoup plus raisonnable de choisir quelqu'un qui est de la maison, qui connaît la maison et qui peut s'en occuper très bien du jour au lendemain. Donc c'est plutôt, à mon avis, entre ces deux personnes que ça se joue. Et pour ce qui me concerne, je pense que j'ai l'avantage d'avoir un profil plus politique, dans un sens qui n'est pas celui que vous avez évoqué, que Hervé Cresse, donc c'est le point que je mets en avant. Deuxième vérification, donc vous avez entendu parler du fameux rapport de la Cour des comptes. Il paraît qu'il va insinuer que Richard Descoings a acheté l'argent par les fenêtres ces derniers temps. Ça vous arrange? Est-ce que c'est le début de l'austérité à Sciences Po? C'est la défaite du keynésianisme? Ça entache l'aura de Sciences Po? Non, mais je crois pas que... Moi, j'ai pas eu accès à ce rapport. J'en ai vu je ne peux même pas dire que j'en ai vu des morceaux parce que la presse a fait état de toute une série d'éléments, mais on ne sait pas, en tout cas je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est exagéré. Ce que je crois, c'est que globalement, il n'y a pas de remise en cause de la gestion en elle-même. C'est une question de procédure. Il y a sans doute eu 2 ou 3 les primes par-ci par-là, défauts de fonctionnement. Ouais. Les primes sont un problème. On peut considérer que c'est un problème par le montant, ça se discute. Ça paraît pas approprié à l'époque, en tout cas, mais ça a été surtout un problème par la procédure, l'absence de transparence. Mais ça, c'est facile d'y remédier. Je fais d'ailleurs des propositions en ce sens. Il faut que les rémunérations de la direction et les primes soient sur le site de Sciences Po public. Mais pour ce qui concerne le contenu du rapport lui-même, il ne m'arrange ni ne me dérange. Ce que j'espère, c'est qu'il ne déstabilisera pas la maison, c'est qu'il ne va pas nous placer dans une espèce d'orage médiatique, parce que, comme vous le savez, les journalistes peuvent avoir du goût pour 2 ou 3 dysfonctionnements qui sont marginaux mais spectaculaires, et qui ne laissera pas de côté l'essentiel, qui est que, moi je le pense, et je le dis dans ma lettre projet, depuis 16 ans, en 16 ans, Richard Descoings
a conduit un directorat qui a été principalement très très bénéfique pour l'institution. Mais quand même, vous avez cité un point qui est très intéressant, c'est vous dites, en fait, moi j'ai pas lu le rapport, j'ai juste entendu parler de bribes de rumeurs, et c'est vrai que le rapport de la Cour des comptes, on a entendu des sortes de pré-rapports qui auraient été plus ou moins infiltrés dans la presse. C'est quand même incroyable que Sciences Po, qui ne représente quand même que 9000 étudiants, c'est-à-dire par exemple 3 fois moins que Lyon 2 par exemple, dont tout le monde se fiche de la direction, de la nomination du futur directeur, comment est-ce que ça se fait qu'il y ait autant d'aura médiatique, comment est-ce qu'il y ait autant d'impact médiatique pour une institution qui au final ne représente pas énormément d'étudiants diplômés? C'est d'abord un fait d'institution, c'est le statut de 1945, la FNSP, de droit privé, à laquelle s'adosse l'IEP de Paris, établissement public d'enseignement supérieur, dont le directeur administrateur est nommé en Conseil des ministres par le chef de l'État. Ça, c'est une particularité qui, tout de suite, classe Sciences Po dans la catégorie des écoles à part, dérogatoires, et dont la visibilité est particulière. Et puis, c'est aussi lié au fait que vous toutes et vous tous, quand vous sortez de Sciences Po, depuis pas mal de temps maintenant, puisque vous êtes, ils sont 53 000 anciens, vous serez bientôt les anciens, vont dans la sphère politique, médiatique, à la tête des entreprises, dans la recherche et l'enseignement, et donc forment une bonne partie des élites de ce pays, conformément d'ailleurs au projet d'Émile Boutmy au départ. Et donc Sciences Po est l'une de ces institutions françaises qui fournit abondamment le pays en élite dans tous les secteurs à peu près de la société. La liste des anciens est souvent impressionnante. Donc il est normal que le sujet soit considéré comme politique. J'ajoute à ça que Richard Descoings a mené depuis 16 ans des réformes très importantes pour Sciences Po, mais qui ont aussi beaucoup fait réfléchir le pays. Je pense aux réformes sur les CEP, la démocratisation de l'accès à Sciences Po, bien sûr l'internationalisation, et tout le pays au fond, ceux qui s'intéressent aux questions, ont réfléchi, ont discuté, ont débattu, se sont trouvés en accord ou en désaccord, la culture générale, etc., à propos ou grâce à Sciences Po. Donc il y a une espèce de politisation de l'institution. Justement, passer après Richard Descoings en tant que directeur, ça va être difficile. Vous comptez être un directeur bon gestionnaire, transparent, c'est comme passer après Jean-Paul II, c'est pas évident d'être pape. C'est une bonne comparaison ça, Jean-Paul II, Richard Descoings. Mais ce sera très différent parce que Richard Descoings a exercé ce que moi j'appelle un leadership charismatique. Avec ce que le leadership charismatique peut emporter, de personnalisation et même parfois d'autoritarisme. Mais c'est comme ça qu'il a pu faire ce qu'il a fait. Bon, pas toujours très agréable à vivre, mais c'est efficace. C'est surtout quelque chose qui ne peut pas être prolongé, pas possible. Maintenant, il faudra mettre en place des procédures différentes. Ce sera beaucoup plus horizontal. Le monde est celui-là aujourd'hui, beaucoup plus dans la coproduction. Donc ce sera pas la même chose. Mais ce qui est certain, c'est que pour éviter des malentendus sur ce qu'est Sciences Po, et pour que à la fois les familles qui parfois acquittent des droits de scolarité élevés, les donateurs, les entreprises, les pouvoirs publics, enfin les anciens, toutes les communautés qui font vivre à la maison, pour que ce soit clair, il faudra que ce soit très transparent en effet, oui c'est vrai. Et c'est pour ça que je propose moi de limiter à 2 le nombre de mandats, de publier les rémunérations et les primes de la direction sur le site, je le propose dans l'interview aujourd'hui, je le précise dans l'interview avec Le Monde, de durcir le contrôle interne, de réfléchir bien sûr à la réforme du conseil d'administration pour que les étudiants y soient représentés, que les académiques y soient majoritaires. Donc il y a des institutions, des réformes à faire sur le plan institutionnel pour que ce nouveau directorat se place sur Mais un seul directeur, pas 2 directeurs. Un seul directeur, absolument. Au-delà du fait que la période qui va s'embrayer pour Sciences Po sera une période moins baroque que celle de Richard Descoings. C'est Jean-Claude Casanova qui disait que la période qui s'ouvre est celle de la stabilisation. Il y a aussi la question de la crise et notamment des financements qui vont peut-être se bloquer. Est-ce que c'est pas un peu le pire moment pour devenir directeur ? C'est le pire moment pour toutes les institutions qui aujourd'hui font le pays d'une manière ou d'une autre. Mais en plus, vous êtes condamné à faire moins que Descoings. Oui, mais c'est en fait comment dire. Vous savez, moi quand j'ai appris la mort de Richard, qui a été un choc pour tout le monde, on travaillait avec lui depuis longtemps. Donc moi j'ai travaillé avec lui depuis 18 ans avant qu'il soit directeur. Il s'est passé quelque chose d'étrange. On a eu le sentiment que l'institution était menacée. Et cette institution, je suis comme vous, je l'aime énormément et je lui dois beaucoup. J'ai fait l'année préparatoire à l'époque où ça existait. Donc je dois toute ma formation, pas une partie, toute ma formation à cette maison. Et j'ai eu, comme beaucoup d'entre nous, un sentiment patriotique. L'idée qu'au fond, à la fois la disparition brutale de Richard, qui n'a pas eu le temps d'organiser sa succession,
et le fait que, vous avez raison, le contexte a complètement changé, les ressources locales, nationales, publiques, privées, tout se raréfie. Donc c'est un moment très difficile, mais on ne vient pas nécessairement à la candidature pour une ambition personnelle, mais parce qu'on a le sentiment qu'on peut être utile à une institution à laquelle on doit beaucoup et qui va traverser certainement une époque difficile, comme beaucoup d'institutions par la raréfaction des ressources. Donc pour finir cet entretien, donc 6 questions courtes, réponse oui, non. D'accord. Donc je commence. Sciences Po Villeurbanne, c'est enterré? Non. Ok. Est-ce qu'il faut déménager Sciences Po de Paris? Comme HEC, Non. comme non. Bah, alors c'est difficile de répondre oui non là. Non, mais vous pouvez développer un petit peu. Non, Ouais. je pense que c'est un grand sujet à évaluer parce que la charge d'une localisation comme celle-là est considérable, mais en même temps l'apport, le bénéfice, c'est prodigieux. Donc il faut vraiment, c'est un sujet qu'il faut examiner de très près. Ça a déjà été fait dans le temps. Moi, il m'est arrivé d'y participer dans le passé. Il faudra reprendre ce dossier certainement. Vous êtes pour la baisse des frais d'inscription de Sciences Po? Mon idéal, c'est la gratuité. Oui, mais enfin, il y a la réalité aussi. Bien sûr. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut trouver des sources de compensation. Privé? Absolument. Je suis très convaincu que cette maison a des progrès énormes à faire en termes de levée de fonds, de fundraising. Nous devons arriver, alors faut pas se comparer à n'importe qui, c'est ridicule, mais nous devons arriver, c'est déjà beaucoup, au niveau de LSI et avoir un capital de 100 millions d'euros. C'est mon objectif sur le premier mandat, pour ensuite avoir un rendement significatif qui se correspondra à un apport supplémentaire de ressources. Donc, in fine, ressembler aux universités anglo-saxonnes en termes de fundraising, mais pas en termes de droits d'inscription. Moi, je crois, je vous dis la vérité, 25% je vous dis des ressources, ce sont les frais de droits d'inscription, donc on va pas comme ça dire, je vais pas dire ce serait irresponsable, ça va être zéro, non. Mais simplement, 2 choses. Je suis professeur et pour moi, c'est légitime de sélectionner les étudiants par des exercices intellectuels. C'est très difficile d'imaginer qu'il y a un tel prix pour les études. Donc idéalement, il faudrait viser la gratuité. Et deuxième remarque, comme vous le savez, nous sommes dans une époque bouleversée par dans le champ académique, par l'ouverture d'universités online gratuites et diplômantes. Ce que fait Stanford, ce que fait MIT, ce que fait Harvard, ce sont de vraies universités gratuites, diplômantes ou très peu coûteuses qui vont bouleverser l'offre académique et qui vont obliger les institutions payantes à trouver des raisons supplémentaires de faire payer des frais élevés. Est-ce que vous diviserez par 3 le salaire du directeur si vous êtes élu? Alors je sais plus quel était le niveau du salaire du directeur, pour vous dire la vérité. Beaucoup. Suffisamment élevé pour... 20 000 plus les Ah primes? non, oui, de toute façon c'est pas possible. Non, il faut diviser de. Oui, mais effectivement, il faut le réduire beaucoup. Très sérieusement, je n'ai pas regardé le sujet en détail, mais il faut arriver à des rémunérations qui sont courantes aujourd'hui. Vous savez, tout le monde d'ailleurs en ce moment, les ministres compris, vous l'avez remarqué, même le nouveau patron de la Caisse des dépôts et consignations qui m'a auditionné, tout le monde Jean-Pierre Jouyet, tout le monde a réduit significativement sa rémunération parce qu'il faut envoyer un signal fort et ça commence par ça. Avez-vous pleuré à la mort de Richard Descoings? Ah, mais moi, ça m'a profondément attristé. Vous savez, je connaissais très bien Richard. Nous avons été très amis, nous sommes opposés. Oui, non. On vous a demandé si vous avez pleuré. Pardon. Ah, j'ai appris ça la nuit, en pleine nuit, et bien sûr, j'étais très ému. Est-ce que vous pensez être élu? Je pense que ce sera moi, absolument. D'accord, ok. Il nous reste combien de temps, Philippe? 2 minutes? Alors, vous êtes très habitué aux médias et aux réponses courtes. Est-ce que, en 30 secondes, vous pouvez nous expliquer pourquoi le vote du traité budgétaire européen n'est ni nuisible ni à la croissance, ni au pays, ni au PS? Non, c'est une question sacrément compliquée. Bah oui, mais la synthèse. Absolument. Sans le vote, sans la ratification du traité européen, nous n'aurons pas accès, pour le refinancement de la dette, au mécanisme européen de stabilité. Ça signifie que nous ne pourrons pas refinancer la dette à un prix soutenable. Donc en fait, c'est juste pragmatique, le vote. C'est une raison qui répond à la question que vous avez posée. C'est-à-dire que même si idéologiquement le PS a ce que je peux comprendre, des réticences contre le traité, il est de son intérêt pour la période qui s'ouvre et le refinancement en particulier en 2013 qui va être très important, 170 milliards d'euros, il est de son intérêt de refinancer la dette avec des taux d'intérêt faibles. Il ne peut atteindre cela qu'en ratifiant le traité, donc il a intérêt à le faire. Et pour le pays aussi. Et vous diriez la même chose si vous étiez directeur de Sciences Po? Au niveau politique Ah non, ce serait différent. Je peux plus ensuite. Je change de vie. Devenir directeur de Sciences Po, c'est ne faire que ça. Et c'est évidemment ne plus participer C'est un renoncement alors pour vous? C'est un changement d'existence. La vie est faite de changements. J'espère que vous en aurez plusieurs. Donc vous abandonnez la Fondapol aussi? Bien sûr. On ne fait pas 2 choses en même temps, en tout cas quand elles sont de ce type-là. En novembre, fini Dominique Régnier sur les plateaux télé, Philippe. Merci beaucoup à vous deux, Florian et Léo, pour cette interview dans quelques instants en direct de Boutmy avec Camille Azoulay qui a recueilli les avis de tous les étudiants.